Lorsqu'on parle de sport et plus particulièrement de performance sportive, il y a un sujet qui revient toujours sur le devant de la table, c'est le dopage. C'est un sujet autant controversé que débattu que fantasmé par les athlètes comme les supporters. Mais qui connaît réellement les origines et les grandes histoires autour du dopage? Eh bien, embarque avec moi, aujourd'hui on remonte le temps jusqu'aux origines du dopage. Dopage, les produits interdits ne sont pas réservés aux professionnels. Dans le monde amateur, on propose aussi des cocktails détonnants et très dangereux. On vous a vu, nous, donner des protocoles de dopage. L'être humain peut-il encore repousser ses limites? Sans doute, surtout s'il est aidé par la science. À partir du moment où un sportif se dope, je pense que, en tout cas c'est mon avis, qu'il ne devrait plus prendre part aux compétitions et c'est de la triche. Donc pourquoi autoriser des nageurs ou des sportifs qui trichent face à des nageurs qui s'entraînent toute une vie pour avoir un titre olympique? À base de stupéfiants, à l'origine fabriqués en Belgique. On remonte le temps jusqu'à l'Antiquité et plus précisément jusqu'au 6e siècle avant Jésus-Christ. Le début de notre histoire prend place en Grèce antique. Alors, notre histoire elle aurait même pu commencer encore plus tôt parce qu'en tout temps, les hommes avec un grand H ont cherché à améliorer leurs capacités physiques et mentales de quelque manière que ce soit. Et ce, même durant la préhistoire avec la consommation de plantes comme le cola ou le ginseng. Dans mon livre sur les Jeux Olympiques, j'explique que dans le jeu de l'Antiquité, on se dopait déjà avec de l'hydromel et avec de la sauge, ensuite avec du hashish, avec du ginseng, etc. Alors évidemment, parler de dopage durant ces époques, c'est un anachronisme. Ce qu'on appelle dopage à cette époque, c'est la volonté d'améliorer ses performances à l'aide de ressources extérieures. À cette époque, la notion de dopage n'existe pas, la notion d'interdiction non plus, mais on reviendra sur tout ça un peu plus tard. C'est donc à partir du 6e siècle avant Jésus-Christ qu'on commence à avoir des histoires et des récits précis concernant le dopage. Durant les Jeux Olympiques antiques, certains athlètes se tournaient vers des spécialistes qui leur proposaient quelques solutions un peu particulières. Ils leur conseillaient notamment d'ingérer de grandes quantités de testicules de mouton ou de taureau. L'idée étant que les organes riches en testostérone procureraient à l'athlète de la vitalité, de la virilité, de la force, bref, des attributs entre guillemets masculins. À l'époque, l'autre technique pour améliorer ses performances, c'était d'ingurgiter des testicules de mouton pour augmenter le taux de testostérone. Je vous vois déjà avec votre petit carnet en train de prendre des notes pour appliquer ce que je vais dire dans cette vidéo. Évidemment, ne bouffez pas des couilles de mouton ou de taureau ou de n'importe quelle espèce animale ou humaine. Déjà, ça ne fonctionne pas si bien que ça finalement. Et en plus, c'est complètement dégueulasse. Une partie essentielle du mal. Exactement. Et pour ceux qui se posent la question, parce que je me la suis évidemment posée, oui, à cette époque-là, en Grèce antique, il existait déjà un substitut de dentifrice. Donc au niveau de la laine, ça devait probablement aller. Les organes, c'est évidemment le truc le plus waouh, donc je me devais d'en parler, mais évidemment, ils consommaient des choses bien plus traditionnelles et bien moins choquantes. Ils consommaient par exemple du fenugrec ou encore de la racine de mandragore. La mandragore ou mandragora est utilisée pour ramener ceux qui ont été pétrifiés à leur état d'origine. Donc des choses qu'on pourrait encore retrouver aujourd'hui dans l'alimentation de certains ou dans les compléments alimentaires. À travers le temps, la consommation de boissons ou de plantes a continué d'évoluer et s'est diversifiée en fonction des régions du monde, des peuples, des cultures. Mais avançons rapidement jusqu'à une époque bien plus proche de la nôtre. Pour être plus précis, avançons en 1904. C'est cette année-là que se tient la 3e édition des Jeux Olympiques modernes. Cette édition a lieu à Saint-Louis aux États-Unis. Je reviens, je cherche un coca. Coucou, bande de nouilles. Cette année-là, l'épreuve du marathon se déroule sous une chaleur insoutenable. Durant la course, la température dépasse aisément les 32 degrés. Sur le départ de la course se présentent 32 athlètes, dont Thomas Hicks, un athlète de 29 ans. Un grand nombre de participants abandonnent à cause des conditions météorologiques trop difficiles. Je te spoil un petit peu, mais seulement 14 athlètes arriveront à terminer la course. Mais revenons sur Thomas Hicks. Très rapidement dans la course, il montre des signes de fatigue et de déshydratation. Au 16e kilomètre, son entraîneur intervient pour l'aider en lui administrant une dose de strychnine avec du blanc d'œuf. Alors j'en vois déjà se poser la question, qu'est-ce que c'est que le strychnine? Est-ce qu'il le prononce bien? Pour la prononciation, ça, à toi d'en décider. Qu'est-ce que c'est que le strychnine et pourquoi on n'en entend plus du tout parler en 2024? Pour faire simple, c'est un stimulant ayant entre autres comme objectif d'augmenter l'amplitude respiratoire. Le point négatif, parce qu'il y en a un, c'est que c'est un poison et même à faible dose, il peut être très dangereux pour l'humain. Les effets secondaires de la strychnine peuvent être effectivement extrêmement graves.
On pense par exemple à des convulsions musculaires, des difficultés respiratoires, mais ça peut être encore pire, tu te l'imagines bien. Pour te donner un exemple, pendant longtemps, la strychnine s'était utilisée comme raticide et comme pesticide, mais même pour ces usages-là, c'est aujourd'hui complètement interdit. Bon, reprenons notre histoire. Plus tard dans la course, s'apercevant que Thomas Hicks continuait de faiblir, son entraîneur et son assistant décidèrent d'agir à nouveau. Évidemment, la solution fut toute trouvée, lui injecter une seconde dose de strychnine et pour la déshydratation, lui servir un verre d'eau. Non, je déconne. Ils décidèrent de ne pas lui donner d'eau, mais de lui servir un verre de brandy. Donc le brandy, c'est de l'alcool. Je suis pas un expert en alcool, mais je crois que c'est un alcool assez fort et ça me semble pas être une super idée pour un coureur. Mais je dis ça comme ça. Malgré cette aide extérieure, Thomas continue la course épuisé, déshydraté et il se met même à délirer. C'est alors que son entraîneur et ses assistants lui viennent une nouvelle fois en aide pour l'aider à franchir la ligne d'arrivée. Pour l'aider, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le supporter, le soutenir, bras dessous, ils vont le porter jusqu'à ce qu'il passe la ligne d'arrivée. Vous pensez qu'il a été disqualifié? Pour dopage? Pour aide extérieure? Non, il a passé la ligne d'arrivée en 2e position et il a eu la médaille d'or. Donc ça veut dire que le gars qui est arrivé premier, il a été disqualifié. Aide extérieure, pas de disqualification. Pour dopage, pas de disqualification. Qu'est-ce qu'a pu faire celui qui est arrivé premier et qui a été disqualifié? L'athlète ayant franchi la ligne d'arrivée en première position, c'est Fred Lorz et lui, il a été disqualifié parce qu'il a effectué une partie de la course en voiture pendant les JO. Donc cette édition des Jeux Olympiques a été remportée par Thomas Hicks en 3h28. Bon, alors beaucoup d'entre vous m'ont demandé pourquoi il n'a pas été disqualifié pour dopage si c'était si évident et à la vue de tous. Et bien tout simplement parce qu'à cette époque-là, en 1904, il n'y avait pas de règles interdisant la consommation de produits de provenance extérieure. Il n'y avait aucun encadrement, c'était complètement ok. Dans l'inconscient collectif, on associe souvent les produits dopants aux stéroïdes anabolisants, mais à cette époque-là, ils n'existent pas encore. C'est à partir des années 1930 qu'ils commencent à se développer et à partir des années 1950 qu'ils gagnent en popularité. Les premiers sports à faire usage des stéroïdes sont, comme vous vous en doutez, les sports de force, donc comme l'haltérophilie, et les sports d'esthétisme comme le bodybuilding. On entend souvent dire que Reg Park, un grand champion du bodybuilding dans les années 1950, ne pouvait pas être dopé parce que ça n'existait pas. Alors, je dis pas qu'il était dopé, mais l'argument de dire que les produits dopants et les stéroïdes n'existaient pas à cette époque est complètement fallacieux. Évidemment que les produits dopants et les stéroïdes existaient lorsque Reg Park était au top de sa forme. En tout cas, en général, aujourd'hui, on s'accorde à dire que Larry Scott, le premier Mister Olympia remportant la compétition en 1965, est le premier bodybuilder connu à avoir utilisé des stéroïdes. Encore une fois, le premier bodybuilder connu dont on sait qu'il a consommé des stéroïdes, mais ça ne veut pas dire que c'est le premier et que personne n'en consommait avant. D'ailleurs, je vous disais que l'usage de stéroïdes et de produits dopants n'était pas réglementé à cette époque, et il y a 2 faits marquants qui vont faire changer ça. Le premier fait marquant a lieu lors des Jeux Olympiques de Rome en 1960. Cet événement est extrêmement particulier parce que ce sont les premiers Jeux Olympiques à être rediffusés en direct à la télévision. Ce qui a pour effet d'augmenter grandement l'impact et la popularité de cet événement. Le 26 août 1960 se déroule l'épreuve de cyclisme de course contre la montre par équipe sur 100 km. Sur cette épreuve, on retrouve Knud Enemark Jensen, un Danois super talentueux de 23 ans. Ce jour-là, il fait extrêmement chaud, plus de 40 degrés. Et à 20 km de l'arrivée, Knud tombe de son vélo et perd connaissance. Il est transporté d'urgence à l'hôpital où il décède quelques temps après. Dans les jours qui suivent, son entraîneur prend la parole et avoue lui avoir administré des produits dopants. L'autopsie révélera ensuite qu'il avait consommé des amphétamines et un vasodilatateur ayant pour objectif d'augmenter sa performance mais également de lutter contre la chaleur. Sa mort crée évidemment l'émotion et les gens commencent à se poser des questions quant au danger du dopage. Ce qui en découle, c'est que des actions sont prises pour protéger les athlètes contre la chaleur évidemment, pas le dopage. Eh non, on n'en est pas là pour l'instant. Plus sérieusement, cet événement a commencé à mettre en évidence les dangers du dopage et c'est le début d'une prise de conscience de l'opinion. À ce moment-là, on ne parle pas du tout de lutte contre le dopage, mais les mentalités commencent à évoluer. L'événement qui va tout changer se produit durant le Tour de France de 1967. Pour être plus précis, le 13 juillet 1967. Un cycliste britannique du nom de Tom Simpson est présent. C'est un cycliste professionnel ayant un très bon palmarès. Il a été champion du monde, maillot jaune, bref, c'est la fierté du cyclisme britannique. Simpson not only had courage, he had innate talent.
When these qualities combined, he was able to write himself into the history of the Tour de France. During the 12th stage of the 1962 Tour, crossing 3 peaks in the Pyrenees, Simpson took the overall lead of the race and earned himself the right to wear the yellow jersey for the next day's racing. This was a first for a British rider. L'épreuve du 13 juillet 1967 est redoutable parce que c'est l'ascension du Mont Ventoux. C'est une épreuve extrêmement difficile de 211 km avec un dénivelé agressif. Encore une fois, tu t'en doutes, même scénario que les fois précédentes, il fait très chaud. Vous avez la première partie dans les arbres, il y a une forêt au pied et tout d'un coup vous sortez de la forêt et là c'est la canicule. C'est une sorte de cauchemar, c'est-à-dire c'est un paysage lunaire, une caillasse blanche, les pierres qui réfléchissent aussi le soleil. La chaleur est écrasante, c'est une chaleur un peu crématoire. Tom Simpson s'écroule à 1,5 km du sommet et malgré les efforts pour le réanimer, il décède peu de temps après. Au début, je ne savais pas, j'ai bien vu un coureur qui était tombé, mais après, on le remettait sur le vélo. Moi, ce que j'ai vu, c'est que je me suis approché, c'est qu'on remettait un coureur sur le vélo. Nous sommes à 3 km du sommet du Mont Ventoux. Simpson had demanded that he was put back on his bike. Et nous arrivons à la hauteur de Tom Simpson. He went another 500 yards before collapsing again. Repartir, mais il en est incapable. He was now unconscious. The Tour medical team tried to revive him with cardiac massage and mouth-to-mouth resuscitation. Les analyses révéleront des amphétamines et de l'alcool présents dans son organisme. Oui, bien sûr, il se dopait, mais pas plus que les autres, comme les autres, pour faire un peu comme tout le monde, parce qu'en fait, le dopage, c'est aussi une sorte de ciment social. On se dope pour faire comme les autres. Celui qui ne se dopait pas à cette époque-là, d'ailleurs, était souvent marginalisé par les autres coureurs. Cet événement amène à une prise de conscience globale. Les images de Tom Simpson en train de tituber avant de s'écrouler font le tour du monde et alerte contre les dangers du dopage. Suite à cet incident, l'UCI, la Fédération internationale de cyclisme, et d'autres organismes sportifs ont commencé à mettre en place des réglementations plus strictes. Tu sais maintenant d'où viennent les stéréotypes et les préjugés sur le dopage dans le monde du cyclisme, et tu as donc plein d'anecdotes et d'histoires à raconter à tes prochains repas de famille. La meilleure méthode pour nous encourager dans notre travail et nous permettre d'en faire plus, c'est de mettre un commentaire, de t'abonner, et puis si tu l'aimes, de liker cette vidéo. Et puis si tu es encore ici dans la vidéo à ce moment précis, n'hésite pas à commenter un cycliste pour nous montrer que tu fais partie des meilleurs. Trêve de blabla, reprenons notre histoire du dopage. Devant tous ces incidents, le Comité international olympique décide d'accélérer et de généraliser la mise en place de contrôles antidopage dès les Jeux Olympiques de 1968. La suite de l'histoire du dopage est bien plus connue avec divers scandales ici et là. Je pense bien évidemment à l'affaire Ben Johnson ou encore la plus connue, la plus médiatisée, l'affaire de Lance Armstrong. Attaque d'Armstrong. Eh oui, et voilà. Attaque de Lance Armstrong. C'est là où il faut rouler. Eh ben oui, eh ben il peut plus là. Dans tous les cas, le scénario est similaire. Des athlètes, voire même des équipes qui sont prêtes à tout pour gagner. Soit avec de nouvelles substances, soit avec des méthodes de dopage innovantes. Et puis avec le temps, les contrôles s'affinant et se développant, ils se font rattraper par la patrouille. D'ailleurs, beaucoup pensent que le dopage est étroitement lié au sport de performance. Le cyclisme, l'athlétisme ou encore l'haltérophilie évidemment. Mais je vous arrête tout de suite, le dopage est présent dans tous les sports. Tous! En 2015, lors d'une compétition d'e-sport à Katowice en Pologne, un joueur de l'équipe Cloud9, une des meilleures équipes du monde à ce moment-là, déclare dans une interview que lui et ses coéquipiers consomment de l'Adderall. L'Adderall, c'est un médicament ayant pour but d'améliorer la concentration et de réduire la fatigue, ce qui a pour but d'améliorer les performances des joueurs de jeux vidéo dans les compétitions. Maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur l'histoire du dopage, je te propose qu'on s'arrête sur quelques substances qui ont une histoire un peu particulière et puis qu'on en discute ensemble. Le DNP, ou 2,4-dinitropénol, c'est une substance généralement utilisée par les bodybuilders pour perdre du gras. En réalité, en 1930, il était même utilisé en tant que médicament. En 1933, des chercheurs de l'université de Stanford ont même publié une étude montrant que le DNP pouvait induire une perte de poids très rapide chez des patients en situation d'obésité. Mais alors, comment ça fonctionne? Le DNP augmente le taux métabolique basal, ce qui entraîne une augmentation de la production de chaleur et donc une accélération de la combustion des graisses. Et là, tu te demandes où est le piège?
Eh bien, laisse-moi t'expliquer. À l'origine, le DNP était utilisé pour la confection de munitions et d'explosifs. Là, tu commences à comprendre où est le piège. Si ça permet de faire des bombes, ça n'a rien à faire dans ton corps. Du coup, même si effectivement le DNP permet de perdre du gras rapidement, il est également hautement toxique pour le corps. Et ce, même à très faible dose. Les effets secondaires peuvent être multiples. Tout d'abord, le plus évident, l'hyperthermie, c'est-à-dire une hausse de la température du corps de manière complètement anormale. Ça peut causer un dysfonctionnement des organes, une forte déshydratation, des difficultés respiratoires et même la mort, malheureusement. Donc, petit conseil, restez loin du DNP. On a ensuite le clenbuterol, de son petit nom Clen. Derrière ce petit nom sexy se cache un médicament ayant pour objectif de traiter les affections bronchopulmonaires chez les bovins et chez les chevaux. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'après un traitement au clenbuterol, les bovins et les chevaux étaient globalement plus musclés. Alors les humains se sont dit « Hey, mais moi aussi j'aimerais bien être plus musclé. Ce serait globalement une bonne idée de prendre du clenbuterol. » D'après vous, bonne ou mauvaise idée? Tous ceux qui ont répondu bonne idée, dénoncez-vous dans les commentaires, je vous vois. Plus sérieusement, évidemment, si ça sonne comme une mauvaise idée, c'est une mauvaise idée. Tu t'en doutes, le clenbuterol, à l'image du DNP, traîne son lot d'effets secondaires ultra néfastes. Avec ce produit, c'est un risque pour le cœur, mais également pour le cerveau, car le clenbuterol cause notamment de l'anxiété, de la nervosité et des troubles du sommeil. Tu l'auras compris au travers de cette vidéo, le dopage existe depuis aussi longtemps que les hommes cherchent à se mesurer entre eux. Il évolue et change de forme au travers des époques, mais ce n'est que récemment que nous avons pris conscience des dangers du dopage. Les réseaux sociaux peuvent parfois donner une image très glamour des produits dopants en mettant en avant des athlètes ayant réussi grâce à leur performance ou leur physique, souvent obtenus par le biais de produits dopants. Aujourd'hui, il était aussi question de comprendre qu'est-ce qui nous a mené à travers l'histoire à la création de l'organisme de lutte contre le dopage. Ce qui a mené à l'interdiction de la consommation de produits dopants, c'est un enchaînement d'événements tragiques. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur les produits dopants. On a encore plein d'histoires à vous raconter sur le dopage, donc si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Nous, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. À la prochaine.